Sud Radio, on passe à table. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 11h pour une émission festive et gourmande. On passe à table sur Sud Radio. Alors que vous soyez d'Inde ou saumon, que vous soyez en solo, en famille ou entre amis, on va vous donner des idées de recettes pour le réveillon du Nouvel An. Avec autour de la table, on vous gâte 3 chefs de restaurants gastronomiques. Des chefs avec leur menu étoilé à faire à la maison. Car il n'y a pas de mal à se faire un peu plaisir aussi, on le vaut bien. On est tous des chefs. Sud Radio, on passe à table. On passe déjà à table sur Sud Radio et on va en profiter d'ailleurs pour faire un petit tour de France aussi dans les régions où il fait bon et bien manger grâce à nos 3 chefs. Avec moi en studio, Enrique Casarubias, chef étoilé du restaurant Oxté à Paris. Bonjour Enrique. Bonjour. On devine dans votre nom qu'il y a du soleil. Vous avez grandi au Mexique. Je suis grandi au Mexique. Je suis arrivé en France il y a une quinzaine d'années pour finir mes études des cuisines. Là-bas, je venais pour 1 an et je suis pas reparti. Je suis pas reparti. 1 an et voilà. Oxté, c'est un clin d'œil à vos parents? Exactement. Oxté, c'est pour faire un hommage à mes parents. C'est les 2 premières lettres de chaque village naissance de mes parents au Mexique. Oxtotitlán, le village de mon père, et Tenango del Valle, le village de ma maman. Il fallait leur rendre un petit hommage et grâce à eux qu'on est là, donc c'est là le nom des restaurants. Ouais. J'aime beaucoup Bragard, il y a marqué sur votre tablier blanc. Oui, ça c'est les vestes. C'est la veste. C'est la veste des cuisines. Et avec vous, on va en parler, vous revendiquez une vraie gastronomie mexicaine, parce que finalement c'est vrai qu'on ne connaît pas tant que ça la gastronomie mexicaine, au-delà du folklore. Non, vous savez, depuis que je suis en France, beaucoup de monde pensait qu'au Mexique c'était une cuisine des rues. Oui, la cuisine mexicaine c'est une cuisine des rues, c'est une cuisine de street food. Mais il n'y a pas que ça. La cuisine mexicaine fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO, en même temps que la française. Donc, pour moi, c'était jouer là-dedans. Donc, les deux cultures que j'aime, la cuisine mexicaine et la cuisine française. Et c'est à partir de là qu'on a créé Oxté, parce que je voulais vous montrer qu'on peut manger une cuisine mexicaine gastronomique. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va du côté de l'Hérault et on retrouve Stéphane Paroche, chef du restaurant étoilé La Table de Castignon. Oui, bonjour. Là, on est dans le village d'Assignan. Vous êtes au milieu des vignobles, c'est ça? Oui, un tout petit village donc au cœur de l'Hérault, juste à côté de Saint-Chinian. On est au milieu d'un vignoble, notre vignoble, ça s'appelle Château Castignon. D'accord. Dans notre petit village, c'est uniquement 120 habitants, donc on est vraiment... Ah ouais, tranquille. On est vraiment tranquille, on est très bien, au milieu de la nature. Au milieu de la nature. Vous travaillez avec votre femme à 4 mains, c'est ça? Exactement. Pas facile tous les jours, mais... Pas facile tous les jours. Pas facile tous les jours. On en a fait une force. On en a fait une force. Comment ça, c'est pas facile tous les jours? Mais elle dit la même chose. C'est ça. Et on vous surnomme les magiciens d'Oc. Vous revendiquez une cuisine ludique et locale, c'est ça? Oui, enfin ludique, je ne sais pas si ludique, c'est le mot approprié, mais une cuisine végétale, on va dire, et locale, oui. Okay. Essentiellement locale, on essaie de travailler rien qu'avec des produits qui ne sortent pas d'Occitanie. Voilà, des produits made in Occitanie. On va reparler ça, des circuits courts forcément. Et puis notre troisième chef, là on est dans l'Ouest aussi, on aime bien manger. C'est Mathieu Pérou, chef étoilé du manoir de la Régate à Nantes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également ce matin. C'est une ancienne guinguette, c'est ça? Vous avez grandi dans cet endroit-là même? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une vieille bâtisse sur les bords de l'Erdre qui date de 1888. Et mon père et mon parrain, qui étaient 2 cuisiniers, avaient racheté l'établissement en 95. Et j'ai grandi à l'étage du restaurant avec ma sœur et mes cousines. Et là même où on disait oui chef, mais à votre père alors? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et le papa, il est toujours là pour donner des conseils? Parce que j'imagine qu'on n'est pas forcément... un chef n'est jamais... Oui. Non, du tout. Moi, je suis revenu à sa demande en 2017 et puis au final, j'ai repris l'établissement cette même année et je me suis associé avec ma sœur. Donc, moi aussi, je travaille à 4 mois avec ma sœur qui s'occupe de la salle. Voilà. Et c'est pas facile tous les jours? Ça va, non, on s'entend vachement bien. J'ai beaucoup de chance, donc c'est cool. De toute façon, tous les 3, moi aussi, je travaille avec. Ah, vous aussi, vous travaillez avec? Oui. Avec votre sœur?
Ma femme. Votre femme? Ah, oui, mais c'est vraiment des histoires de... Et elle m'a dit que c'est pas facile tous les jours, Des histoires de couple et de famille. On va en parler, cette transmission, forcément. Dites-moi, vous connaissez les uns et les autres de réputation dans la vraie vie? Enrique, est-ce que vous connaissez? Stéphane, je le connais personnellement. On s'est rencontrés dans un salon. Un joli souvenir. Et Mathieu, j'ai pas la chance de le rencontrer personnellement, mais oui, je le connais. Et on dit souvent... c'est des gens connus. C'est des gens connus. On parle beaucoup d'eux. On parle beaucoup d'eux, dit-il, avec un petit clin d'œil. Les chefs, qui plus est étoilés, il y a de la concurrence entre chefs ou il y a du respect? Moi, je dirais, il y a beaucoup de respect. Bon, après, je pars tout seul, mais je pense qu'on a passé dans une époque complètement différente. Là, maintenant, je pense que la cuisine, c'est une cuisine de partage. Moi, je parle de mon expérience. J'ai beaucoup d'amis. Avec Stéphane, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois de ça. Et moi, je dis souvent que maintenant, notre métier, c'est une cuisine des partages, c'est un métier des partages, car j'ai beaucoup des amis chefs en France et dans lesquels, des fois, on se partage les fournisseurs, on se partage les producteurs. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un bon producteur, c'est ce qu'on dit, on a un bon producteur, on a un bon produit, il faut parler d'eux. Et pour pouvoir les travailler. Après, chacun, il va mettre sa patte. Je pense qu'aucun d'eux, il va copier ce qui fait l'autre. C'est vraiment nous s'aider entre nous. Après, ça, c'est mon point de vue. Je sais pas ce qu'ils pensent eux, mais... Stéphane Paroche. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Enrique. Déjà, on en a parlé suffisamment la fois où on s'est rencontrés. C'est vrai que de partager, d'échanger, c'est la priorité maintenant. On n'est plus des chefs qui, à l'époque, cachaient leurs recettes. Oui. Pour que le voisin ne copie pas. Donc, non, on est au contraire, on essaie d'avancer. C'est une nouvelle génération. Ouais. Nouvelle génération. C'est cette génération-là qu'il faut retenir, quoi. Enfin, et ce qui nous fait avancer aussi. Ouais. Donc, faire tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, on va encore plus loin. Exactement. Alors, vous en avez des ponts en commun les uns les autres, et notamment les voyages. Vous êtes des voyageurs aussi. Bon, Enrique, on en parlait forcément, le Mexique. Mathieu Pérou, pour vous, c'est l'Australie, hein, entre autres. Hein. Vous avez bien baroudé. Oui, j'ai eu la chance de... Ouais, c'est pour ça, c'est génial comme métier, le métier de cuisinier. Ouais. Moi, ça m'a permis de beaucoup voyager. Et je suis resté un moment en Australie et puis aussi un peu en Californie, à San Francisco, avant de revenir à la maison. Ouais. Donc, et quand on vient avec la maison, on revient avec des recettes de là-bas, même si elles sont pas... On les réadapte ici, on les mixe, c'est ça qu'on appelle la cuisine du monde ou pas? Ouais, pour moi, c'est ça. C'est un mix des traditions qu'on a dans notre région. Forcément, on a des produits autour de chez moi qu'on ne retrouvait pas là-bas. Et puis, je pense qu'on est aussi empreint des enseignements de nos chefs qui nous ont formés aussi. Et je pense que c'est toutes ces choses qui font qu'on développe une certaine personnalité dans ces cuisines. Ouais. L'Asie, hein, pour vous, Stéphane Paroche aussi, non? Ouais, moi j'ai vécu au Vietnam. J'ai eu la chance de vivre une expérience formidable. J'ai pas mal baroudé aussi en Asie, donc Thaïlande, Indonésie, Laos, Cambodge, tous ces coins-là. Un peu l'Inde aussi. Donc c'est des pays que j'aime bien. Et je suis allé l'année dernière, cette année, au Mexique. C'était la première fois que je faisais l'Amérique du Sud. Ah, dans le pays d'Enrique Casarebias. Dans le pays d'Enrique. Et c'est merveilleux hein, de retrouver des produits qu'on ne connaît pas, de découvrir des choses, de voir ce qu'on peut faire aussi dans la rue, chose qui est assez exceptionnelle, notamment en Asie et au Mexique, comme le disait tout à l'heure Enrique. On n'a pas cette culture en France de street food, oui. Ou du moins, elle n'est pas aussi développée qu'on peut retrouver dans ces pays-là. Ouais. On apprend tous les jours et on se dit, mais comment ils font quoi. C'est ça. Comment ils font, Enrique, alors? Écoute, c'est ce que je suis grandi, ma famille vendait vraiment des tacos dans les marchés, donc je suis pas dans de le lire parce que tu sais, beaucoup de monde disent oui, tu te fais une histoire de gens qui viennent de marché. Non, j'ai pas honte, je commençais vraiment à travailler dans les marchés, ma famille, ils vendent des tacos, et après je pense que c'est la culture. Tu sais, moi, c'est ça, la ressemblance entre la France et le Mexique.
Quand on doit fêter, quand on doit faire quelque chose, Par on exemple, va le manger. premier. Oui, Voilà. bah oui, c'est vrai. Et les Mexicains, ils adorent manger. On a des gourmands. Le Français aussi, il adore manger. Sauf qu'au Mexique, tu peux manger 24 sur 24. Voilà. Donc, il n'y a pas... Pourquoi? Parce que le Mexique, il fait à peu près 4 fois et demi de la taille de la France. Et c'est une cuisine qui se transmet de génération en génération. Et même si, par exemple, tu as une recette des familles, tu vas changer, tu vas dire, bah, écoute, non, ma grand-mère, il a rajouté ça. Ou tu vas dans le sud, je dis, mais Alexandre, ma mère, et ma femme, elle vient du sud du Mexique, mais je viens du centre. Et elle, par exemple, on parle d'un plat, elle m'a dit, non, mais chez moi, on l'appelle de cette façon. On rajoute tel ingrédient. Ouais. Et c'est pas pareil. Et c'est le même, je vous dis, on a une tortilla à laquelle on va la rouler, on va la farcir avec la viande, on va la faire croustillante, et chez moi, c'est un taco dorado. Chez elle, c'est une flauta. Et c'est la même chose. C'est ça. Et après, bon, il y a tellement de richesses là-bas et je vous dis, on adore manger. Et au Mexique, il y a beaucoup de nourriture qu'on peut le manger avec les mains. Donc, c'est ça qui aide aussi à faire la cuisine des rues. Parce qu'en France, on n'a plus l'habitude. C'est pour ça, la France, il fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO parce qu'il englobe tout ce qu'il y a là-dedans. Les services de la table, les services à la française, la nourriture. Au Mexique, on parle vraiment de nourriture et suivant la nourriture, on le mange avec les mains. Voilà, bon, bah écoutez, là, on va manger avec des fourchettes, pourquoi pas avec des couteaux, et on va écouter surtout vos recettes dans quelques instants. Allez, Sud Radio, on passe à table et on se retrouve dans quelques minutes avec nos 3 chefs. À tout de suite. Sud Radio, on passe à table. Sud Radio, on passe à table. Nous sommes toujours en compagnie de nos 3 chefs étoilés, Enrique Casarubias du restaurant Oxté à Paris, Stéphane Paroche de la table de Castigno à Signan dans l'Hérault et Mathieu Pérou du manoir de la Régate à Nantes. Alors messieurs, avant d'écouter vos recettes pour ces fêtes, vous le savez, la cuisine et le cinéma, c'est un vieux couple comme le monde. Je vous propose d'écouter un extrait culte, je suis sûr que vous allez deviner. Là, il nous manque un serveur. Ben, c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai appelé quelqu'un pour le remplacer. Bon, mais dis-moi quand il est là que je le vois. Surtout, tu te démontes pas, d'accord? Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience. Donc... Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions de mécanique, mais... T'es abusé, toi, tu connais rien. Tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson. Ah ouais, parce que je me disais quel rapport avec serveur? Ben, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Il faut aller chercher les chefs dans le camion. Il y a des chefs dans le camion? Samy? Va me chercher des flûtes. Des flûtes? Des flûtes qui ne sont pas des flûtes de musique. Bon, j'imagine que vous avez reconnu Le Sens de la Fête avec le génial Jean-Pierre Bacry et sa bande de bras cassés attachants. Bah oui, le loup, c'est un poisson. En même temps, c'est pas si évident comme ça. Est-ce que ça vous renvoie ou pas à des souvenirs, vous, en tant qu'apprenti, même si vous êtes plutôt jeune, ou dans vos brigades, d'histoires un petit peu rigolotes comme ça, Mathieu Pérou? Vu que j'ai grandi dans une cuisine un peu, souvent, je traînais dans les cuisines et je crois que j'embêtais tout le monde et ils m'envoyaient chez les voisins, les cuisiniers, aller chercher des choses qui n'existaient pas, quoi. L'échelle à monter les blancs, ce genre de choses. Donc j'allais chez le restaurant à côté et puis j'allais voir le chef du restaurant à côté, puis je lui demandais, et puis en général je ressortais avec un dessert ou un truc comme ça, et c'était plutôt cool. Tout ça pour vous occuper, quoi. Ouais. Enrique Casarubias, ça vous renvoie à des anecdotes marrantes ou pas? Moi, c'était 1 et 2. Bah oui, moi, c'était encore plus compliqué parce que je suis arrivé en France, je parlais pas français. Donc, des coups, oui, pour moi, en plus de ces appellations, c'était plutôt réapprendre les produits. Et pour moi, c'était très compliqué. Je me rappelle, je suis arrivé en cuisine dans une grande brigade. Il avait 80 cuisines à l'époque. La chambre froide, il était au moins 3, je me rappelle, moins 3, moins 2. Et donc oui, dès qu'il m'envoyait chercher une légume, je mettais quand même 4 heures à trouver de légumes et souvent j'arrivais avec la mauvaise. Donc parce que je comprenais pas, mais oui, après, oui, c'était le barrage de la langue. Mais nous, on les fait, c'est le bizutage des cuisines et je pense que il faut continuer à faire ça parce que bon, ça, même si on fait un métier un peu compliqué, il faut aussi pas oublier qu'on peut faire des petites blagues. Il faut. Ça nous aide. Stéphane Paroche, il faut mettre de l'humour dans tout ça quand même. Hein. Oui, mais moi c'était un peu dans la même veine que Mathieu. Hein. C'est-à-dire... J'ai eu la chance de travailler avec mon père. Oui. Et du coup, les apprentis ou les stagiaires qui passaient, on les envoyait dans le village chercher les seaux de vapeur. Et on revenait avec des seaux remplis de pierres, mais ils se posaient même pas la question, ils ne voyaient même pas le seau. Hein. Le bizutage. Le bizutage, c'était gentil, et puis ça se soldait toujours par une note d'humour, et l'apprenti
rigoler aussi, donc c'est bien, quoi. Comme quoi, le sens de la fête, c'est pas caricatural. Ah bah tiens, ouais, super film. On va commencer par vous, Stéphane Paroche. Alors, une idée de menu, de recette là, très fête de réveillon pour nos auditeurs. On vous écoute. Moi, j'avais pensé faire un pot-au-feu dans l'idée du coup, comme étant donné que j'habitais au Vietnam, dans l'idée d'un feu qu'on peut manger dans les rues au Vietnam. Ouais. Donc un pot-au-feu de foie gras. Un pot-au-feu de foie gras. Alors, pardon, excusez-moi, avant que vous nous détailliez votre recette, le foie gras en ce moment, c'est quand même la grosse pénurie, puis ça coûte cher. Oui, mais il faut quand même savoir bien le choisir. On arrive quand même à avoir des éleveurs. Dans un coin, il ne faut pas prendre du foie gras industriel. Il faut aller au plus proche. Forcément, nous, on a la chance d'avoir quelques élevages qui sont encore bien traités. Ouais. Donc des foie gras naturels qui ne sont pas gavés, des canards du coup qui sont en plein air. On a la chance d'avoir ça ici en Occitanie, qui se promènent comme ça dans la nature, qui mangent tout ce qu'ils peuvent trouver. Et, c'est sûr que c'est pas des foie gras tels qu'on peut les avoir, qu'on peut les connaître sur nos tables. Donc ils font moins de 400 grammes. En général, ils font à peu près 300 grammes. On va dire que c'est un gros foie, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, votre pot-au-feu, alors? Mon pot-au-feu, il est fait à base d'épices, forcément, des épices qu'on a ramenées d'Asie. La base du pot-au-feu du feu vietnamien, à la base, ça se fait avec un bouillon de bœuf. Là, nous, on va prendre du coup tout le canard, donc on va toutes les carcasses du canard que l'on ne va pas utiliser du coup. Puisqu'on va lever les filets, on s'en servira pour autre chose. On va faire un bouillon, du coup, avec ces carcasses, avec des légumes, des épices, de la cardamome, un petit peu de cannelle. En général, au Vietnam, ils utilisent plutôt de l'acacia plutôt que de la cannelle. Donc, ça ressemble un petit peu. Ici, on a un peu plus du mal à en trouver. Un peu de cannelle, d'anis vert, du coup, beaucoup de navets, donc un navet noir, navet daikon. Ici, on utilise un navet de pardaillan, donc qui est juste à côté de chez nous. Ouais. Un navet un peu sucré, du coup, qui va apporter une petite sucrosité du coup, à l'ensemble de notre bouillon. Et on va laisser mijoter tout ça pour avoir notre base de bouillon, du coup. Et ensuite, on va laisser réduire, on va filtrer, on va laisser réduire, et on va pocher notre foie gras à l'intérieur pendant environ 5 minutes. Et le ressortir, le laisser reposer. Oui, pas plus. D'accord. Faut penser aussi, que ce sont des petits foies, du coup, qui font à peu près 250-300 grammes. Voilà. En tout cas, on ressent toutes les saveurs là, vraiment. On ressent les saveurs. On parlait du foie gras, mais vous êtes tous des jeunes chefs, Mathieu Péroux également. Les chefs comme vous sont investis dans cette transition écologique dont on parle énormément, avec les circuits courts, les producteurs de la région. C'est une question de génération ou votre déclic à vous, il remonte déjà à un petit bout de temps, Mathieu Péroux par exemple? Je sais pas si c'est générationnel, en fait. Je trouve qu'on revient un petit peu à ce que faisaient un peu nos grands-parents, en fait. C'est un peu du bon sens paysan. Pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir à côté de chez soi? Moi, c'est plutôt de cette démarche-là que je démarre. Et puis ensuite, on crée du lien aussi avec les producteurs et les gens avec qui on travaille. Donc, il y a un lien, il y a de l'affect. Et puis, on voit qu'on fait partie d'une microéconomie que grâce à des maisons comme la nôtre, voilà. Après, quand on trouve quelqu'un qui travaille bien, il faut qu'il puisse vivre de sa passion, quoi. Et puis, c'est important de pouvoir le soutenir. Donc, parler de son produit à des copains restaurateurs, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début d'émission tout à l'heure. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de concurrence derrière, quoi. Les gens, après, les producteurs, ils vivent de leur passion. Nous, on a des produits de qualité. Et on met en avant notre terroir, donc c'est vertueux, quoi. Ouais. Enrique Casarubias, comme dit Mathieu, c'est le bon sens paysan quelque part. Vous n'avez pas attendu qu'on cause, depuis quelque temps maintenant, cet engagement aussi dans cette transition-là. Ça fait partie de la responsabilité aussi des chefs. Oui, après moi je pars à Paris, c'est assez complet. On va dire un peu différente. Donc je connaissais les fers
aide énormément. Comme je le disais tout à l'heure, moi je pense que la meilleure solution pour nous, évidemment, c'est s'approcher de ces producteurs et demander les produits qu'ils sont au moment. Donc nous, on travaille beaucoup de producteurs, même des producteurs français qui font des légumes mexicains. Ah oui. Fait en France. Et pareil, donc je leur dis, l'exemple des cèpes cette année, nous on commençait à avoir des cèpes dans le mois d'août. Personne consommait des cèpes au mois d'août parce qu'ils disaient c'est pas la saison. Et là, quand on est en pleine période de cèpes, il y a plus de cèpes. Donc du coup, notre exemple, nous, on avait les maïs. Les maïs, ça change tout le temps. Donc maintenant, les saisons chaque produit, il change. Donc je pense que notre meilleur allié, c'est notre producteur. C'est rapprocher d'eux, leur demander, parce qu'ils connaissent mieux leur métier, donc c'est eux qui vont nous guider pour réaliser notre menu. Et donc je pense que c'est ma façon de travailler un petit peu différemment, parce que bon, nous, j'ai pas la chance comme vous des côtés chez eux de trouver des bons champs, des bons produits. Donc nous, on essaie vraiment de se rapprocher de ces types de producteurs qui vont respecter la nature. C'est ça. Stéphane Paroche, enfin c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Les saisons changent, forcément. Donc les chefs que vous êtes, vous vous adaptez aussi à cette évolution-là. C'est pour ça que dans énormément maintenant de restaurants gastronomiques, enfin en tout cas, pas pour moi, mais j'en connais beaucoup, on n'a pas de menu établi quoi, au final maintenant. On a souvent des menus à l'aveugle, du coup, en fait, c'est les saisons. Enfin, c'est les saisons qu'on connaît, c'est les produits qui vont dicter nos menus, quoi. Et plus l'inverse, en fait. On va pas demander, quand on en parlait jusqu'à présent, un foie gras à telle période, parce que c'est pas sûr qu'on en ait au final. Avec des maladies, avec la chaleur qui est difficile en ce moment. Enfin, je sais que cet été, on a eu énormément de mal à avoir des tomates parce que il faisait trop chaud, ce qui est absolument invraisemblable. On a eu des tomates en plein mois d'août et très 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 peu. Donc, comment voulez-vous au final figer une carte? C'est pas possible. C'est ça. Nos menus ne peuvent pas être figés. Donc il faut évoluer en permanence avec ce que nos producteurs nous proposent, nos éleveurs, nos pêcheurs nous proposent à un instant T. Voilà, notre carte est le reflet d'une saison à un instant T. Et on ne peut plus faire autrement. Voilà. Tout à l'heure, là, on va aller du côté de Nantes avec vous, Mathieu Perrault, pour écouter votre recette pour les fêtes, pour nos auditeurs. Sud Radio, on passe déjà à table. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, on passe à table. Sud Radio, on passe à table. On est toujours en compagnie de 3 chefs pour vous donner des idées de menus pour les fêtes et pour le réveillon du 1er de l'an, avec les 3 chefs étoilés Enrique Casarubias du restaurant Oxté à Paris, Stéphane Paroche de la table de Cassigno à Assignan dans l'Hérault, Mathieu Perrault du manoir de la Régate à Nantes. Alors tout à l'heure, on écoutait la recette de Stéphane Paroche, de pot-au-feu avec en même temps des inspirations assez asiatiques et dépaysantes. Mathieu Perrault, place à vous. Vous êtes du côté de Nantes. Est-ce que d'ailleurs il y a des plats typiques ou pas du côté de la Loire-Atlantique? Est-ce qu'il y a une culture du poisson, par exemple, qui existe encore ou qui existe un peu moins maintenant? Il y a une culture maraîchère surtout. Oui. Il y a beaucoup de maraîchers. Après, c'est vrai que Nantes, c'est un peu un carrefour. On est à 40 minutes de la mer, donc on n'est pas très loin des plus belles criées. Et on a aussi une grosse culture de poissons d'eau douce parce que sur les bords de Loire, on a le lac de Grandlieu qui est juste à l'extérieur de Nantes. Et on a plusieurs rivières en fait qui se rejoignent dans la Loire aux portes de Nantes. D'accord. Alors justement, vous vouliez proposer à nos auditeurs une recette de brochet du lac, c'est ça? De Grandlieu. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors on en trouve aussi dans mon restaurant, il est situé au bord de l'Erdre. C'est une rivière qui a un affluent de la Loire. Oui. On en trouve aussi dans l'Erdre, on en trouve dans la Loire, mais en ce moment, on en a dans le lac de Grandlieu, donc c'est à 20 minutes de chez moi. Et on avait l'idée de le présenter avec mes équipes au manoir sous forme de comme un coulibiac en fait. Je trouve que pour les fêtes, c'est un joli plat de partage. Le fait de mettre un brochet cuit en croûte, le poser au milieu de la table. Et chacun le découpe, Chacun le découpe ou c'est prédécoupé? On découpe après, ouais. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir le présenter comme ça. Donc en fait, on filette le brochet, on le désarrête. Ouais. Et puis on va y mettre un petit peu de duxelles et d'épinards autour, et on va l'enfermer dans une pâte feuilletée.
Après, faut le cuire à peu près à 180 degrés, 25 minutes à peu près sur des filets qui font 6 à 700 grammes. Je trouve que c'est bien. En général, on a une très belle cuisson comme ça, et puis en fait, ça continue à cuire doucement. Mais vu qu'il y a la duxelle, que c'est assez riche, on n'a pas trop peur d'avoir une surcuisson. Voilà, c'est loin d'être sec. Ouais, c'est ça. Et on accompagne ça avec un beurre blanc nantais. Oui. Donc, le beurre blanc, c'est une sauce voilà, qui fait un petit peu... ouais, c'est un peu la sauce signature du pays nantais. Ça a été inventé à Saint-Julien-de-Concelles, c'est à 10 minutes de chez moi. Mhm. Et on appelle ça un beurre nantais parce que nous, on laisse les échalotes de la réduction dedans. Voilà. D'accord. Et on présente à côté des poireaux. Donc moi, je les prends à Chapelle-sur-Erdre. Donc c'est pareil, c'est le village à côté d'où est situé mon restaurant, dans la plus pure tradition maraîchère. Donc avec les sédiments de la Loire, c'est des poireaux qui poussent dans le sable. Et qui sont assez fins. On prend des poireaux crayons et on va les cuire en escabèche. Donc on va faire, voilà, on va prendre du vinaigre, un peu de sucre, un peu d'huile. Je mets quelques badianes aussi dedans pour donner un goût anisé sympa. Et on verse l'escabèche bouillante sur les poireaux. Et après, on laisse cuire juste à feu doux une dizaine de minutes à peu près. Ouais. On laisse refroidir dedans. Comme ça, on peut couper un peu les poireaux et les disposer dans les assiettes. Puis ça ramène un côté un petit peu aigre-doux, sucré-salé, qui va casser un peu le gras du beurre blanc. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, bah en tout cas, moi j'ai pris bien des notes. Ça va, pour les non-cordons bleus comme moi, c'est faisable. Hein? Oh, ouais. Ouais, dit-il. Alors, vous parliez de partage, voilà, de repas partage comme ça en famille, entre amis, entre potes. On continue à écouter aussi des extraits de films voilà, qui s'inspirent de l'univers de la cuisine. Bah, vous allez voir que ça se passe pas quand même toujours très bien. On sait que les moments des fêtes et des repas, ça peut virer grave aux engueulades et aux cauchemars. Écoutez ça. Ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Jean-Yann en patriarche horrible et autoritaire, hein, c'est Que la bête meurt de Chabrol en 69. Les chefs, est-ce que vous êtes toujours des bons invités, vous, quand vous n'êtes pas en cuisine et que vous êtes invité chez des amis? Enrique, là, je vous vois sourire derrière votre barbe brune. Vous êtes des bons invités? Vous êtes obligé de critiquer? Bon, pas comme Jean-Yann, c'est juste pas possible, quoi. Non, mais... Allez. Bon, non, je critique pas, parce que vous savez... Non, vous êtes plus exigeant que les autres. Non, on n'est pas exigeant, c'est qu'ils pensent que nous, en tant que chef, on va devenir exigeant, qu'on va critiquer l'ambiance suivante pour passer un bon moment. Vous savez, quand les gens ils font des efforts pour faire à manger, je pense que on est là pour profiter, passer un bon moment. Ça, c'est toujours l'excuse avec tout le monde. Moi, j'aime pas critiquer avec mes amis. Je vous dis, écoutez, vous l'avez fait avec amour, donc voilà, vous savez, pris de temps à me faire un repas qui vous plaît. Voilà. Après, s'ils me demandent des conseils, on donne des conseils, mais je préfère pas de critiquer. D'accord. Il me répond de façon très. Non, c'est vrai. Demander aux autres. Moi, quand c'est des amis qui m'invitent à manger, je leur dis non, et après, quand ils me posent des questions, je leur dis, voilà. Tu pourrais mettre un petit peu plus de sel. Voilà, tu pourrais mettre ça, mais je préfère pas critiquer. Parce qu'il faut qu'ils soient à l'aise pour passer un bon moment. On est des humains, hein, on n'est pas des monstres. On peut être stressé quand on se dit, waouh, on invite des chefs à la maison, et voilà, quoi. Stéphane Paroche, honnêtement, vous êtes des bons invités, ou forcément, il y a la conscience? Oui. Honnêtement, oui. Pour ma part, en tout cas, mais je pense que ça se retrouve chez tout le monde. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les gens qui nous reçoivent qui stressent de nous recevoir en pensant que ils vont pas faire bien, que ça va pas être comme il faut, qu'on va les juger justement. Mais non, ce que disait Enrique, quand on vient pour passer un moment entre amis, on passe un moment entre amis. On n'est pas là pour être critique gastronomique. Ou alors, je sais pas, il doit en avoir quand même. Il doit en avoir quand même qui critiquer l'organisme.
Mais après, bon, c'est sûr, je prends l'exemple de ma belle-mère qui fait très très bien manger. C'est sûr qu'elle demande toujours un peu des conseils parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Et du coup, ok, voilà. Donc elle demande des conseils à sa fille et à moi aussi. Donc, mais c'est plutôt dans un but de s'améliorer, essayer de faire des choses nouvelles, voilà. Et on est bon public. Et on est bon. C'est ça. On est bon public. Et on est bon public. Et à l'inverse, Mathieu Pérou, quand vous êtes, je sais pas, invité chez des amis ou autres, vous vous dites, tiens, ça pourrait être une bonne idée aussi qui pourrait inspirer un plat ou pas? Non, ouais, je me tiens à carreau. Je me tiens à carreau. Pareil. Ouais. Non, mais pareil. Je pense qu'on se rend compte en cuisine du mal, entre guillemets, qu'on se donne pour faire plaisir aux gens aussi. Et puis, du coup, on est peut-être plus capable de se mettre dans la peau de ceux qui reçoivent. C'est vrai que souvent, les gens qui nous reçoivent, ils se mettent un peu la pression. Et comme disait Enrique, on n'est pas des monstres. Ouais. On passe un bon moment avec les gens avec qui on est. Quoi. Ouais, mais on se met... En général, on aime les choses simples. Ouais. Enfin, je sais pas, pour ma part, on a une bonne raclette, des bons produits. Voilà. C'est vrai. Un bon plat de pâtes. Alors, c'est le meilleur. Vous dites on se met pas la pression, mais on se met pas la pression quand vous-même vous êtes des fils de chefs. C'est pas forcément évident. C'est votre cas à vous deux, Stéphane et Mathieu, fils de chef. On se met pas la pression, non? Moi, pendant mon apprentissage, je me mettais pas mal la pression. Je voulais pas décevoir, en fait. C'est plus comme ça. Je voulais pas décevoir le chef qui me formait. Je voulais pas décevoir mon père non plus. Mais après, non, moi j'ai eu des parents qui m'ont jamais saoulé sur ce que je voulais faire, quoi. Ils m'ont encouragé et puis j'aurais pu faire ce que je voulais, quoi. Mais j'ai vraiment, en partant à l'étranger, j'ai vraiment coupé ce lien entre guillemets. Je me suis fait moi mes propres expériences et puis non, jamais plus. Jamais plus. Et pas de pression non plus en tant que fils de chef, Stéphane Paroche? Moi, j'ai eu la chance de travailler pas mal de temps avec lui. Ouais. Malheureusement, il nous a quittés il y a 10 ans. Mais c'est sûr que si je me mettais la pression. Je voulais être meilleur que lui. Ouais, c'est ça. Et je suis jamais arrivé. C'est ça. La concurrence entre Non, mais c'est ça, en fait, on essaie toujours de reproduire les choses. Déjà, en plus, moi, c'était mon maître d'apprentissage. Donc, on essaie de reproduire des choses. Mais on se dit toujours, mais comment il fait, quoi? Comment il faisait des trucs comme ça? Ouais. Je sais que mon père était un excellent saucier et je suis encore très très loin, pourtant je m'y efforce, je suis encore très très loin d'arriver à s'achever ça. C'est ça, bon, il y a encore du temps. Enrique Casarebias, vous, la transmission familiale, c'est du côté de votre mère, du côté de... Oui, côté de ma maman, je vous dis, en fait, ma mère, elle est bob, donc pour s'en sortir, il faisait à manger. Voilà, hors son travail, donc tous les matins on se levait très tôt. Je me rappelle quand j'étais petit, elle se levait à 5h du matin pour faire manger. C'était pas le plaisir, hein. Je le cache pas, se lever tôt pour faire manger. Pour des autres personnes, j'aimais pas trop. Au début j'avais du mal. Puis les temps ils passent et on commence à prendre d'amour à ce qu'on fait. Et après on faisait pas ça d'une façon professionnelle, hein. C'était vraiment une cuisine ménagère, comme c'est une cuisine des maisons. C'était pas pareil, mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a formé un petit peu dans les rimes de la cuisine, à travailler et pas compter les heures. Pas compter les heures, surtout, ça c'est sûr. Surtout parce que c'est un métier de passion. Ouais. Je dis, il y a des gens qui sont nés avec des talents, il y a des gens qui ont besoin de travailler pour arriver dans nos buts. Et voilà, moi j'avais pas le choix, donc il fallait travailler pour y arriver. Et après, on prend plaisir à ce qu'on fait, tous les jours essayer de faire mieux et de montrer de quoi on est capable. Ouais, c'est ça. Et forcément, c'est une affaire qui se nourrit, c'est le cas de le dire, au fur et à mesure. On va écouter tout à l'heure la recette d'Enrique, voilà, pour ces réveillons de fête et du 1er de l'an. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, on passe à table. À tout à l'heure. Sud Radio, on passe à table.
Sud Radio, on passe à table. On est toujours en compagnie de nos 3 chefs pour vous donner des idées de menus pour les fêtes et le réveillon du Nouvel An. Avec Enrique Casarubias du restaurant Oxté à Paris, Stéphane Paroche de la table de Castigno d'Assignan, là on est dans l'Hérault, et Mathieu Pérou du manoir de la Régate à Nantes. Avant d'écouter votre recette à vous, Enrique, juste avant vous parliez de métier passion, on ne compte pas ses heures. Comment les uns et les autres, je vais poser la question à Stéphane Paroche, comment les uns et les autres vous vivez cette pénurie de main-d'œuvre d'ailleurs dans votre secteur de restauration Moi, j'ai beaucoup de mal. Ah, Enrique. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis désolé de vous couper, mais j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais après... J'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire retrouver des gens, je vous le dis, moi, je suis pas un bon exemple. Moi, je suis arrivé ici, en tant qu'étranger, je venais pour apprendre. Comme beaucoup de monde, de mes compatriotes qui viennent ici en France, à l'idée, on venait pour apprendre, répartir chez nous et mettre en avant ce qu'on avait appris. Les trains, il a changé de voie, donc je suis resté en France et je suis très content d'être là. Mais maintenant, je me pose les questions parce que oui, certes, peut-être c'était pas la meilleure façon dans laquelle j'étais formé, mais je suis bien content d'être formé à cette époque-là. Là, maintenant, on réfléchit comment pour leur donner une meilleure train de vie. Je vous donne l'exemple. Maintenant, moi, je ferme samedi, dimanche. Dans des autres situations, on essaie de fermer les jours fériés. Après le Covid, je prends la dernière réservation à 20h30 pour essayer de que mes collaborateurs ils partent un petit peu plus avant. Ouais, donc vous avez revu aussi. On a revu, mais voilà. Après, je pense qu'il faut pas non plus donner il faut pas non plus balancer toute la faute à nous. Hein. Ouais. Il faut que ça soit des deux côtés, parce que même si nous on essaie de nous adapter, nous on essaie de vous donner des moyens. Mais il faut pas non plus oublier l'essentiel. Vous voyez, oui, on se met à réfléchir. Oui, on essaie de trouver des solutions pour passer un meilleur moment, pour redonner cette passion de la cuisine. Mais je pense que comme tout, on avait besoin que ça soit pareil des deux côtés. Vous partagez cet avis-là, Stéphane Paroche? Ah, mais totalement. Il faut influer des choses différentes. Il faut travailler comme si on travaillait en famille. Moi, je travaille plus maintenant à mon compte. Je travaille pour un propriétaire, mais je travaille dans le restaurant dans lequel je suis responsable. Je le fais comme si c'était le mien. Et du coup, j'essaie de partager avec mes collaborateurs des expériences. On va ensemble visiter un producteur, on fait des repas ensemble. Donc, il n'y a pas que le travail, en fait. Il faut essayer de les couper de ce milieu aussi, qui est prenant, qui est passionnant. C'est sûr, ça nous bouffe une partie de la vie, c'est certain. Ouais. Et après ça, on essaie aussi d'adapter nos horaires à ce que disait Enrique. Je pense qu'on est dans une nouvelle forme d'hôtellerie-restauration. Et du coup, nous, déjà, on a la chance qu'on ferme 3 mois. 3 mois. Donc, on a énormément de personnes qui sont en CDI chez nous, mais du coup, qui ont 3 mois de repos, qui compensent du coup les heures qu'ils ont fait. On ferme 3 jours du coup sur les ailes de saison à partir de mai et aussi à partir de novembre jusqu'à notre fermeture en décembre. On n'est pas ouvert pour les fêtes de Noël. Ah, vous n'êtes pas ouvert pour les fêtes de Noël, d'accord. Et Mathieu Pérou, je vais demander à votre collègue, vous ouvrez là pour les fêtes du Nouvel An, Réveillon Non, justement, ça fait partie des... D'accord. Traditionnellement, on avait toujours été ouvert justement pour donner un peu de souplesse et puis pour faire plaisir aux équipes. Voilà, je pense que c'est important. C'est les fêtes de famille qui se fêtent en famille et puis c'était top de pouvoir organiser les choses comme ça. D'accord, oui, donc comme quoi il y a une vraie réflexion aussi en interne dans votre milieu aussi. Ouais. Allez, notre dernière recette de fête, on n'ira pas chez vous, donc le 1er de l'an, on a bien compris, à manger à la maison. Enrique, c'est à vous de jouer alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Nous, on va travailler avec la coquille Saint-Jacques. Ah, c'est très bien. La coquille Saint-Jacques, et nous on va twister en rajoutant une sauce mexicaine. Donc on va faire un mole patate douce. Mole, ça veut dire sauce au nahuatl. Nahuatl, c'est un dialecte mexicain. D'accord. Dans lesquels, parce que mole, beaucoup de monde pense que c'est la fameuse sauce chocolat-piment. C'est pas ça. Donc pour celui-là, on prend les betteraves, lesquelles on va les cuire en entier. On récupère la pulpe pour faire un purée de patates douces. On récupère la
chipotle que l'on brûle et on mélange avec des épices et des piments mexicains pour réaliser notre sauce. Accompagné d'une lard de veau qu'on les fait nous-mêmes. Donc on passe beaucoup de veau et avec les panoufles on va faire notre lard. Donc on va les faire mariner avec du sel, sucre et des piments. Pendant moi. Les piments. Piment, toujours chez nous. Et après, on va faire une émulsion de châtaigne. Donc ça, c'est plein fête. Et on va avec les corails, avec les bardes, on va faire une sauce de Saint-Jacques également. Bon, voilà. Bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est accessible, à faire à la maison. Accessible à faire à la maison. On est en plein de saison des Saint-Jacques. Les lards, après, on peut les substituer pour un lard de colonnata. Moi, je fais de lard de veau, comme ça. Moi, j'utilise tout dans les produits. On utilise la coquille, les corails. On fait une sauce iodée également avec les corails. On va les faire flamber avec un petit peu de tequila. Pour amener un petit peu de soleil en France. Voilà, toujours. Je vous dis, toutes les cuisines, ça ressemble. Nous, c'est une cuisine, on fait beaucoup de sauces flambées au cognac ici en France, donc moi je mets ma touche mexicaine, j'ai rien inventé, hein. C'est juste que j'ai mis un petit peu mes origines, voilà, c'est pour faire une sauce classique. On est bien d'accord, on utilise les cognacs pour faire beaucoup de sauces. Je dis nous on met mezcal, tequila, mais voilà, c'est partir sur le même but d'un plat de fête et de partage. Plat de fête et de partage, c'est bien noté. Pour terminer avec le sourire, allez, un autre film, un dernier film autour de la cuisine, c'est la bande-annonce de la comédie Comme un chef. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était avec Jean Reno qui jouait le rôle d'un vieux chef qui avait plus trop d'idées justement, et puis un jeune chef, Michael Young, qui avait... Bon attends, je la refais là parce que c'est caca. Allez, pour terminer, un dernier film autour de la cuisine, pour terminer avec le sourire, c'est la bande-annonce de la comédie Comme un chef, avec Jean Reno dans le rôle d'un vieux chef à court d'idées, et Michael Young qui lui joue un jeune chef qui peut-être a un peu trop d'idées d'ailleurs. J'ai fait mon premier poulet basquez à 4 ans, mon premier soufflé à 5. Ma puissance culinaire est sans limite. Tu sais, mon gars, ici, c'est un restaurant de routier. Alors, on fait surtout du steak frites, des saucisses frites et de l'andouillette frites. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Non, ça va pas. On peut pas présenter ça à la carte du printemps. J'ai plus d'idées comme avant. Attends, c'est le 4e restaurant qui te vire ce mois-ci? Ils comprennent rien à ce que je fais. Rien. Ben oui, c'est toujours la faute des autres. Mathieu Pérou, vous qui êtes vous êtes jeune, hein, mais quel genre de jeune chef débutant? Vous étiez fougueux, un petit peu prétentieux comme celui qu'on vient d'entendre, plutôt modeste, voilà, difficile de se définir, mais comment vous étiez vous par exemple? Non, c'est difficile de... l'humilité dans ma famille, c'est une valeur hyper importante. Donc non, pas prêt... Enfin, j'espère pas l'être, en tout cas, pas de prétention. Ouais. Non, par contre, assez créatif. Je pense que quand on est jeune, on a besoin d'être canalisé un petit peu. Ça part un peu dans tous les sens. et besoin d'essayer beaucoup de choses. Et puis après, on prend un peu de recul, un peu de maturité. Et puis on arrive à aller un peu plus à l'essentiel. À l'essentiel. C'est quoi l'essentiel d'ailleurs? Ça dépend. Moi, par exemple, je me sens plus à l'aise quand je tourne autour de 3-4 saveurs dans l'assiette. Je m'y retrouve mieux, je perds pas le fil et j'arrive vraiment à aller vers l'essentiel du produit. Ouais. L'essentiel avec un grand E. Stéphane Paroche, c'est quoi pour vous l'essentiel? Et en tant que chef, c'est quoi? C'est transmettre des émotions? Vraiment, je me retrouve dans ce que dit Mathieu, c'est exactement ça. Et je pense que maintenant, il ne faut pas essayer d'associer 5000 saveurs pour étonner, en fait. Il faut savoir travailler un produit et de savoir le travailler dans son entièreté. Oui. Je pense que Mathieu fait la même chose, Enrique fait la même chose. Ce qu'il disait tout à l'heure, Enrique, avec la panoufle de veau, voilà, utiliser un produit dans son entièreté et pas faire non plus des démonstrations techniques ou culinaires, mais avoir 3-4 saveurs pour que le client se retrouve. Forcément, avec plus ou moins, qui est vécu en Asie, avec un petit goût d'umami, donc cette saveur qui rappelle toutes les autres saveurs et qui vous laisse un petit peu d'acidité, qui vous donne envie, une envie de reviens-y, quoi. De reviens-y. C'est ça, hein. Ben voilà. C'est ça, en fait, hein. Il faut que les clients, à la fin, ils se disent,
j'en aurais bien mangé un autre plat, quoi, au final. Ouais. C'est ça l'essentiel, en fait. C'est que le client ressorte content, on va dire repu, bien, on va dire repu, bon, à l'ancienne, mais repu d'une certaine façon, intellectuelle, et aussi d'avoir trouvé ce qu'il était venu chercher, quoi, au final. D'avoir bien compris. vu un travail, notre travail, quoi. Être repu dans la tête aussi. Le mot de la fin pour vous, Enrique, c'est quoi? Étonner, rassembler? Souvenir. Voilà, moi, quand on fait un plat, c'est vraiment goûter. Je l'ai fait avant de créer quoi qu'il soit. Bon, on crée rien, mais avant de faire quoi qu'il soit, c'est goûter une sauce et dire, ça me rappelle pas quelque chose, ça me fait pas une émotion. Ah, donc il faut voyager, il faut que ça rappelle voilà, quelque moi, chose. quand je goûte un plat, il faut que ça explose dans les papilles. Je dis, non, il y a pas assez de peps, il faut toujours ajouter. Et après, on commence à rassembler les produits. Je pense qu'une fois qu'il nous plaît et qu'il plaît plus aux gens, parce que nous, on fait une cuisine. Notre métier, c'est vraiment rendre heureux les gens. Il faut ramener un petit peu des bons moments. Donc voilà. Et là, malgré la crise du pouvoir d'achat ou autre, vous sentez quand même qu'il y a un vrai besoin de se faire plaisir? Il faut toujours se faire plaisir. Je vous dis, on vit dans un pays que pour fêter quelque chose, on va au restaurant. Pour fêter un anniversaire, on va au restaurant. Finir la fin des études, on va au restaurant. Un contrat, on va au restaurant. On est des bons vivants. Et c'est pour ça que je suis content d'être dans ce pays, car j'étais pas inquiet. Après toute cette histoire des Covid, où les gens en avaient peur des restaurants, les gens étaient au rendez-vous. Ils sont revenus et ils sont toujours à plus nous épauler. Et après, il faut juste comprendre que des fois, si on peut pas faire tel produit, c'est vraiment pour respecter la nature aussi également. Donc voilà. Et ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Franchement, grâce à vous, non seulement on s'est régalé sans même goûter, et puis surtout on a bien voyagé dans nos têtes. Merci à Mathieu Pérou du Manoir de la Régate à Nantes. Et puis d'avance, bonne année, bien sûr. Merci à Stéphane Paroche de la table de Castigno, d'Assignan dans l'Hérault. Merci à vous deux et merci à Enrique Casarrubias qui est avec moi en studio du restaurant Oxté à Paris. Merci et bonne année d'avance. Allez, nous on se retrouve dès demain pour si vous êtes encore là, si vous êtes bien réveillé ou pas, ou si vous n'avez pas veillé trop tard pour le grand matin du week-end dès le 1er janvier, donc dès 7h du matin. À très vite. Sud Radio, on passe à table.